Politique de la semaine, votre magazine du dimanche matin qui vous aide à décrypter, à analyser, à approfondir l'actualité de la semaine. Nos intervenants cette semaine, Jean-François Kahn qui publie Comment on en est arrivé là aux éditions de l'Observatoire. Ilana Sicurel, députée européenne, spécialiste des problèmes d'éducation. Antoine Mercier, journaliste culturel, qui a longtemps sévi sur France Culture. On va parler Europe, on va parler éducation, on va parler des manuels scolaires dans les territoires palestiniens. On évoquera la décivilisation, le nouveau concept en vogue mis en avant par le président Macron. Mais si vous voulez bien, on va commencer par l'actualité immédiate qui relève peut-être de l'anecdotique. On verra selon vos réactions. Je pense au Festival de Cannes, Madame Justine Triet, qui remporte la Palme d'Or et qui en profite pour dénoncer la réforme des retraites dans un langage assez dur. La ministre de la Culture se dit estomaquée par cette sortie qui lui semble injustifiée. C'est quoi? C'est une belle soirée gâchée pour vous, Jean-François Kahn? Bon, d'abord, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Maintenant, à chaque cérémonie de clôture, il faut dire qu'on condamne la loi sur les retraites. Si quelqu'un le fait pas, c'est un héros. C'est inouï. On n'a jamais vu ça. Il mérite d'être décoré. C'est absolument obligatoire. Il faut dire que on est contre la loi sur les retraites et contre le capitalisme et contre et puis sans quoi vous n'avez pas de titre dans le journal Le Monde si vous dites pas ça. C'est terrible. Et vous n'êtes pas attaqué par le Figaro. Or c'est une médaille d'être attaqué par le Figaro. Non, ce qui est incroyable dans cette affaire, la seule chose que vraiment, c'est que on peut tout dire. On peut dire qu'on est vraiment contre la loi sur la retraite, qu'elle est injuste. On peut dire que le néolibéralisme, c'est épouvantable. On peut dire que Macron demande un sacrifice aux salariés, etc., mais n'en impose pas aux plus riches. On peut tout. La seule chose qu'on peut pas dire, c'est qu'on mène une politique néolibérale en matière de culture et de cinéma en France. Ça, c'est impossible. C'est quand même la culture et le cinéma, et tant mieux d'ailleurs, j'applaudis, la plus subventionnée du monde depuis la chute de l'Union soviétique. Donc ça, c'est pas possible. Mais elle remet en cause aussi ces subventions. Ilana Sicurel. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire que j'ai été encore plus choquée par cet aspect de son discours quand elle a laissé entendre que elle a quand même reconnu, avait été l'enfant de cette exception culturelle française, parce que son film, évidemment, et tant mieux, a bénéficié de ce qu'a rappelé Jean-François Kahn, c'est-à-dire cette extraordinaire exception culturelle française. Moi, en tant que députée européenne, membre de la commission culture et éducation, je peux témoigner du fait que notre système est totalement exceptionnel, que nous le protégeons, que la période de Covid a montré combien nous avons été en soutien de nos artistes, de nos écrivains, et c'est ça qui me peine, c'est qui me chagrine, parce que je ne vois pas pourquoi dans un lieu comme le Festival de Cannes, on serait dans une forme de contre-vérité, de espèce d'ingratitude, et ça, il faut que ça s'arrête, parce que de toute façon, ça nous empêchera pas de continuer. Mais c'est incompréhensible, et quelque part, c'est être fâché avec les faits, avec la réalité de ce qu'est notre politique culturelle, et nous allons continuer coûte que coûte. Mais c'est un petit peu désolant d'entendre ça dans ce lieu-là. Alors c'est vrai qu'il y a un esclandre régulièrement au Festival de Cannes, mais enfin les sujets sont quand même peuvent être différents. Il y avait y compris hier soir une Iranienne dans le jury qui a dit qui a parlé des femmes, qui a souhaité la liberté pour les femmes dans le monde entier. Il y avait une Turque qui aurait pu parler. On aurait pu parler de l'Ukraine, évidemment. Et là, Madame Justine Triet parle en dénonçant le pouvoir dominateur, celui d'Emmanuel Macron. Ça vous semble justifié? Oui, Antoine Mercier. Je vais essayer de la défendre quand même, parce que sinon, il faut quand même toujours quelqu'un pour défendre, parce qu'une condamnation à l'unanimité, on le sait, ne fonctionne pas. Non, elle dit le pays a été traversé par une protestation historique extrêmement puissante et unanime. Bon, unanime, on peut l'enlever peut-être.
de la réforme des retraites. Et cette contestation a été niée, réprimée de façon choquante. Bon, ça fait allusion un peu au passage en force de Macron. Je ne juge pas sur le fond, mais je dis simplement peut-être que là, on voit l'arrivée de cette contestation, j'allais dire anti-Macron, anti-système, tout ce que vous voudrez, qui atteint ces couches artistiques où précisément on ne devrait pas entendre ce genre de propos, on devrait s'évader avec le cinéma. Non, cette réalité revient. Donc ça veut dire que, au contraire, je pense que le problème de fond, cette cassure dont on va sans doute reparler, entre l'opinion générale et les gouvernements et les gouvernants est vraiment quelque chose d'assez profond. Donc c'est quand même un symptôme, indépendamment de ce qu'on pense sur le fond, c'est quand même un symptôme de cette cassure entre les dirigeants, disons, et le peuple. Et cette femme-là, elle croit, elle se met du côté du peuple pour faire peuple. C'est pas du tout qu'elle l'est, évidemment, mais malgré tout, il y a une association à ce mouvement-là. Alors, on va parler effectivement du livre de Jean-François Kahn, mais encore un mot, de rester sur la soirée du Festival de Cannes, parce qu'on a pu voir dans le cadre d'une soirée cinéma qui a suivi des extraits du film Le Mépris avec Brigitte Bardot. Et c'est l'occasion de rappeler que l'an dernier, aux Beaux-Arts de Marseille, on a boycotté ce film, Le Mépris, à cause de cette scène où Brigitte Bardot dit tu les aimes mes fesses, etc. Et ça a été boycotté par des militants du woke. Le woke, Jean-François Kahn, dont vous ne parlez pas beaucoup dans votre livre. Non, moi j'en parle. J'ai tout un chapitre avec des citations inouïes d'ailleurs, sur ce que j'appelle la gauche réac. C'est-à-dire, il y a un phénomène aujourd'hui, c'est que vous avez toute une extrême droite et une droite qui récupère complètement le discours marxiste le plus primitif, le plus stalinien, et en l'occurrence, justement dans le Figaro Vox. Alors ils ont vraiment table ouverte. Et il y a une gauche qui récupère complètement tout ce qui était jusqu'à présent une idéologie réactionnaire. Il y a un double phénomène qui se retrouve d'ailleurs. Donc c'est ça l'idéologie woke, c'est-à-dire c'est une gauche qui fait des choses, qui fait des interdictions, qui empêche des conférences, qui interdit des livres, ce que d'habitude seule l'extrême droite faisait, c'est ça. Mais en même temps, je critique la façon dont la droite utilise la dénonciation de l'idéologie woke pour mettre n'importe quoi. Tout ce qui la dérange, tout ce qui fait des plis, tout ce qui ne rentre pas dans ces schémas, c'est le woke et c'est le wokisme. Parce que vous trouvez que cette idéologie, je suis contre aussi cette espèce d'utilisation simpliste pour diaboliser ce avec quoi on n'est pas d'accord. C'est le woke, c'est le wokisme, etc. Je suis contre ça aussi. Et est-ce que, alors je vous pose la question à tous les trois, est-ce que on va parler d'ailleurs en fin de semaine du wokisme avec un livre très intéressant de Nathalie Hennig qui a analysé très bien tout ça. Le wokisme, il rend service à l'extrême droite ou à l'extrême gauche? Non, le wokisme, c'est ce processus, d'abord, dans la mesure où une grande partie du wokisme, encore une fois, c'est une intégration par une forme de gauche ou d'extrême gauche de ce qui était avant considéré comme des spécialités de l'extrême droite, évidemment, ça fait le jeu d'extrême droite. Quand vous remettez le concept de race au centre même de tout discours. Je me souviens quand j'étais jeune, la gauche antiraciste considérait que la race n'existait pas. Il fallait pas employer ce mot, c'était en soi un mot réactionnaire. Aujourd'hui, il est omniprésent dans leur discours. Totalement omniprésent. La race. Sous la forme de racisé. Racisé, mais c'est la race, la religion, le genre. Mais ça, c'était la spécialiste c'était les spécialités de la droite et de l'extrême droite. Et même la remise en cause de la mixité. Il y a que la droite et l'extrême droite qui a osé remettre en cause l'identité. À partir du moment où vous avez toute une fraction minoritaire entre nous, très minoritaire, c'est parce que les journaux leur donnent de l'importance qu'on a l'impression que c'est majoritaire, mais très minoritaire. Mais quand on a l'impression que vous avez une fraction de la gauche qui reprend en son compte ce qui caractérisait la pensée réactionnaire hier, ça devient très difficile de lutter contre l'extrême droite. Ça devient très difficile de lutter contre le racisme de l'extrême droite quand vous avez une gauche qui se réfère d'une façon obsessionnelle aux problèmes de race ou de religion. C'est en ce sens que ça fait le jeu de l'extrême droite.
Ilana Sicurel. Oui, moi je voudrais revenir et de manière assez simple à ce que j'entends par wokisme. Au départ, le wokisme, c'est très bien. C'est l'éveil contre les inégalités et le racisme. Très bien. Je veux dire, ça, c'est le combat de ma vie et je crois qu'on est tous ici réunis autour de cette table, autour de ces valeurs. Le problème, c'est que le wokisme, c'est au nom d'un antiracisme, renvoyer chacun à son identité en disant finalement, pour défendre les Noirs, faut être noir, pour défendre les Juifs, faut être juif, pour défendre telle minorité ou l'incarner sur une scène, il faut l'être. Or, là, vous êtes dans une forme de négation de ce qui fait la beauté de l'antiracisme, c'est son universalisme. Ce qui est beau, ce qui a fait que Martin Luther King a pu dire que l'antisionisme, ça pouvait être une forme de racisme, c'était merveilleux. Et quand vous avez la lutte pour les droits civiques qui a été beaucoup portée par des Juifs américains, c'est ça qui est beau dans la cause antiraciste, c'est qu'elle est universaliste. Et quand vous disiez à qui profite le wokisme, je dirais à l'islamisme, parce qu'en fait et à l'extrême droite, c'est tous ceux qui veulent renvoyer chacun à son origine et lutter contre toute forme d'universalisme et de commun de ce qui nous réunit. Et donc c'est un dévoiement de l'antiracisme qui est extrêmement pervers, extrêmement dangereux et contre lequel il faut lutter, mais avec beaucoup de clarté, comme je viens de le faire, je crois. Ils le disent d'ailleurs qu'ils récusent l'universalisme. Ils le disent ouvertement qu'ils récusent l'universalisme. Oui, c'est une notion occidentale. De toute façon, vous êtes un... Oui, il y a un côté même communautariste, je veux dire assumé. Mais à la fin, on en vient à du racisme pur et simple, parce que chacun est renvoyé à son identité, qui est extrêmement dangereux, parce qu'on a mis des siècles, et la Bible y a joué son rôle aussi, dans cette construction d'un universalisme, de l'idée d'un homme. Pourquoi il y a que Adam et Ève, et pas... Voilà, parce qu'on est tous descendants d'Adam et Ève. C'est un petit peu important, ce genre de choses. Moi, je me pose la question quand même de savoir pourquoi ça va à une telle vitesse. Pourquoi est-ce que ça a pris tous les milieux, d'abord les élites universitaires, et puis maintenant, ça c'est vraiment moins en France qu'aux États-Unis. Oui, enfin, d'ailleurs, Nathalie Hennig dit ça a commencé aux États-Unis, oui, mais en France, ça peut être en même temps le pays qui va donner le coup d'arrêt. Oui. Mais si vous voulez, c'est tellement un truc quand même tellement grossier, j'allais dire, de dire vous êtes noir, donc vous êtes condamné à être opprimé, c'est-à-dire la négation de la possibilité de sortir précisément d'un état où on était en difficulté pour arriver à accéder à autre chose. C'est la négation de la possibilité d'une transformation du monde. Et je pense que là, je vais peut-être être un peu iconoclaste. Je m'étonne aussi que les grands groupes économiques s'accommodent beaucoup bien de cette idéologie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... ils reprennent ça dans les publicités, Et en fait, je me demande si c'est pas aussi, en plus de ce que vous avez dit, un peu les idiots utiles du néolibéralisme. Voilà, j'ai jeté le pavé dans la mare. Non, mais il y a du vrai. Oui, je pense. C'est-à-dire que ça isole les gens. On a une scène dans une manifestation pour Traoré. Vous savez, les manifestants qui étaient donc de l'extrême gauche, ils ont vu un policier noir. Et ils l'ont injurié en le traitant de traître, parce qu'il est policier noir. Quelle différence entre ça et accuser Dreyfus d'être traître parce qu'il est juif et officier de l'armée française? C'est exactement le même phénomène. Exactement le même phénomène. Et ça confirme ce que je vous dis, de voir une extrême gauche reprendre complètement à son compte ce qui était une spécificité de l'extrême droite. Aujourd'hui, il y a un certain Jean Jaurès, je sais pas si vous en avez entendu parler, qui a fait un journal qui s'appelait l'Humanité. L'Humanité, mais aujourd'hui, ce serait inconcevable pour eux d'appeler. Ah non, il n'y a pas l'humanité. C'est ce que disait l'idéologie d'extrême droite contre-révolutionnaire. Il y a des blancs, il y a des... En disant, je suis contre les droits de l'homme parce que je ne sais pas ce que c'est que l'homme. Je sais ce que c'est qu'un Belge, je sais ce que c'est qu'un Noir, je sais ce que c'est qu'un Jaune, je sais ce que c'est qu'un Éthiopien. Qu'est-ce que c'est qu'un homme, disaient les grands idéologues de la contre-révolution droitière. Il dit ça. Ah, maintenant, il n'y a pas d'universalisme, il n'y a pas d'humanité, Jaurès pourrait pas. Il y a des noirs, il y a des jaunes, il y a des femmes, il y a des opprimés. Enfin, voilà, c'est une essentialisation de tout. Alors, je reste encore un moment sur l'anecdotique. Ensuite, ça permettra de faire le lien avec la Pologne d'où vous revenez, Ilana Sicurel. Et en Allemagne, la polémique enfle. La police ouvre une enquête après un concert de Roger Waters, ancien des Pink Floyd, soupçonné d'incitation à la haine pour un concert où il portait un uniforme d'officier SS. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ilana Sicurel, vous... Écoutez, ça m'inspire qu'il faut se rendre compte qu'on est dans des moments extrêmement périlleux. Je veux dire, quand on est député européen, on est un peu à l'avant-poste de ce qui pourrait nous arriver. Et je crois qu'on doit tous être très responsables. Et moi, quand vous me dites ça, ça me fait penser au fait que dans l'hémicycle... Avec un brassard qui évoquait... Regardez, moi je vais vous répondre au-delà de l'anecdotique. Dans l'hémicycle européen, il y a l'AfD, c'est-à-dire l'extrême droite allemande, qui sont des néo-nazis purs et simples. Et qui sont leurs camarades de groupe? C'est le Rassemblement national. Donc moi j'ai envie de vous répondre de manière très politique en disant que la soi-disant respectabilité nouvelle du Rassemblement national, quand vous êtes dans l'hémicycle européen, vous savez que c'est complètement bidon. Parce que vous ne pouvez pas cohabiter avec l'extrême droite néo-nazie allemande, qui saluerait ce genre de manifestation que vous venez de citer, et en même temps dire que vous avez changé. C'est pas possible. Et moi, c'est ce que je vois au quotidien, et dans les votes, et dans les compagnons de route. Oui, il y a aussi l'idée que il faut toujours faire de la surenchère dans la provocation pour faire le buzz. Il y a aussi ça qui est en jeu. Mais je pense que je suis tout à fait d'accord qu'il y a un problème de banalisation qui s'instaure avec ça. Et pour revenir et boucler avec le wokisme, je pense que le wokisme est fondamentalement antisémite aussi. Enfin, débouche forcément parce que précisément c'est l'universalisme, la manière dont la Bible annonce l'humain en tant que premier homme créé. Voilà, c'est quelque chose qui rassemble l'humanité entière sur cette humanité-là. Et vouloir casser ça, c'est vouloir casser les fondements même du judaïsme, en fait. Alors, on va parler donc de Pologne, d'où vous revenez, Ilana Sicurel. Vous revenez d'un voyage, c'était une mission de la Commission Culture du Parlement européen. Vous avez signé un appel à la protection de la liberté académique, puisque aussi bien, même si la loi qui voulait encadrer la recherche n'est pas passée, il reste que tout ce qui concerne l'histoire de la Seconde Guerre mondiale reste extrêmement contrôlé. Il souhaite contrôler cette recherche. Oui, écoutez, on était parti inquiet, et quand on part comme député européen dans un pays comme la Pologne, c'est pour vérifier que les libertés fondamentales, que sont la liberté de la recherche, la liberté de la presse, la liberté artistique, sont respectées en Pologne. Et on vient pas comme des étrangers, parce que nous, on représente l'ensemble des citoyens européens. Donc on était inquiet, on est revenu ultra inquiet. Et même bouleversé par ce qu'on a entendu et ce qu'on a vu. On est arrivé au moment, je parlerai surtout de la liberté académique, et je vais rappeler peut-être les faits. Barbara Engelking est une chercheuse sur la Shoah, qui mène depuis 30 ans des travaux très sérieux sur la Shoah, et elle essaye de faire une description honnête et fondée sur les faits de ce qui s'est passé en Pologne, sans accabler l'ensemble des Polonais. On l'accuse d'avoir sali la mémoire d'un maire de village qui aurait collaboré avec l'occupation allemande. Entre autres, mais ce qui s'est passé, c'est qu'au 80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie, elle s'est exprimée dans une télé libre, il y en a encore un petit peu, on en reparlera peut-être, et elle a dit que les Juifs avaient été déçus d'avoir eu moins de soutien qu'ils auraient souhaité de la part des Polonais, et s'étaient souvent sentis très seuls. On peut dire que c'est quand même relativement modéré comme propos, on est tous d'accord. Et c'est totalement aligné, évidemment, sur les recherches. Et le Premier ministre a fait une conférence de presse de 10 minutes exclusivement consacrée aux propos de cette chercheuse. Ensuite, vous avez le ministre de la Culture que nous avons rencontré, le ministre de l'Éducation nationale et des Sciences, qui a dit je ne financerai plus des centres qui salissent en gros, la Pologne. Et donc, comme on a eu l'occasion de rencontrer ce monsieur, mais normalement, ça devait être dans le cadre d'une rencontre privée, j'ai demandé, est-ce que vous pouvez nous rassurer sur le fait que vous n'allez pas faire de sanctions financières. Or, il ne nous a absolument pas rassurés, il a été extrêmement agressif, et tout au contraire, dans les jours qui ont suivi les propos de Madame Engelking, il a commencé à rogner le financement, puisque l'ensemble des centres de recherche ont eu un ajustement des crédits lié à l'inflation et à l'augmentation des salaires, et son centre, parmi les 69 centres de recherche, a été l'un des seuls à se voir refuser cette aide. Donc vous avez aujourd'hui, c'est ça que je voulais dire, c'est que vous avez aujourd'hui
une mobilisation de l'ensemble du corps académique, et ça je veux le saluer, qui est totalement solidaire avec Madame Engelking, parce que derrière la question de l'histoire de la Shoah et la volonté effectivement d'imposer un discours qui complètement héroïque, c'est-à-dire il nous l'a tenu en disant là la Pologne est héroïque et nous sommes une nation héroïque et quiconque dit autre chose salit la mémoire de la Pologne. Il y a un vrai danger pour la liberté académique et Madame Engelking est devenue le symbole de ce danger parce que cette liberté elle existe encore, mais nous devons nous mobiliser parce que la Pologne, moi ce que j'ai vu de la Pologne, ça a plus grand chose d'une démocratie. On pensait que cette affaire était derrière nous après la création du musée Pauline à Varsovie. Je sais pas si vous l'avez vu, si vous avez été dans ce musée qui est une création tout à fait impressionnante, mais la directrice du musée a dit au début qu'elle était bridée dans sa parole et dans ses actes. C'est toujours le cas aujourd'hui, d'après ce que vous avez vu? Écoutez, nous l'avons rencontrée, puisque nous avons rencontré tous les acteurs, et ce que j'ai compris, c'est qu'elle est dans une situation très paradoxale, puisque dans ce récit totalement falsificateur, qui consiste à dire « nous sommes tous des héros », les héros du ghetto de Varsovie sont considérés comme des héros nationaux. Donc elle se retrouve dans une situation très paradoxale où on n'arrête pas de parler du ghetto de Varsovie comme symbole de la nation polonaise tout entière s'élevant contre le nazisme. Et donc elle est extrêmement embarrassée, parce que elle dit que ce qu'elle constate, c'est qu'il y a une montée dans l'opinion polonaise de Polonais convaincus par la propagande officielle que les Polonais ont été absolument et intégralement tous dans la résistance au nazisme et l'héroïsme, eh bien on est monté à 67%. Donc en fait ça devient compliqué. Surtout avec une presse indépendante muselée et qui a de moins en moins tout simplement de crédit pour pouvoir fonctionner. Donc on est sur le chemin de la Hongrie, c'est ça qu'on a vu. Qu'est-ce que peut faire l'Europe alors, parce que vous arrivez là en tant que député européen, la Pologne est dans l'Europe. Jusqu'à quel point ça devient possible encore d'avoir un pays européen qui ne réponde pas à ces critères dont on parle? Écoutez, moi je vais vous dire, je reviens aussi avec un sentiment mêlé, parce que 50% des Polonais, et vous savez qu'on a des élections à l'automne, sont très attachés à la démocratie. Et on n'a pas envie d'abandonner la Pologne. Donc, on a des mesures comme on a pu les prendre d'autant à qu'ils l'égard sont de la en première Hongrie. ligne sur l'Ukraine. Alors oui, mais c'est toute la question. Est-ce que c'est parce qu'ils sont en première ligne sur l'Ukraine qu'on doit fermer les yeux sur les libertés publiques? Et est-ce qu'on va pas devoir quand même envisager des mesures semblables à ce qu'on a pu prendre à l'égard de la Hongrie? Et évidemment, l'idée n'est pas de les faire sortir de l'Europe, mais de renforcer les éléments démocratiques en Pologne qui existent. Alors, on va marquer une pause, on va entendre les titres du journal par Eva Soto, et ensuite on parlera avec vous, Jean-François Kahn, de votre livre « Comment on en est arrivé là ?» Le 4 quarts politique revient avec nos invités Jean-François Kahn, Ilana Sicurel et Antoine Mercier. Jean-François Kahn, donc, on en vient à votre livre « Comment on en est arrivé là ?» qui paraît aux éditions de l'Observatoire. C'est le sous-titre qui est le plus important. Quand la tentation des extrêmes risque de conduire à la guerre civile. Alors, on va en parler, et évidemment, c'est le cœur du livre. Mais avant, vous partez de la date du 16 mars 2023 et du passage de la loi sur la retraite à 64 ans. Par le 49.3. Erreur fatale, dites-vous, et faute majeure à vos yeux. Est-ce qu'il y avait un autre choix possible ? D'abord, vous dites vous-même que non dans le livre. D'abord, il y a toujours un autre choix possible, d'une façon générale. Il n'y a pas d'exemple où il n'y a qu'un seul choix. Il peut y avoir de très mauvais choix, mais c'est des choix. Peut-être ça aurait pu passer à une voix, 2 voix près, c'était possible, et ça passait. Ou alors, ça pouvait en effet être recalé à 1 ou 2 voix près. Moi, personnellement, je pense qu'à ce moment-là, si c'était recalé à 1 ou 2 voix près, fallait dissoudre.
Ce qui d'ailleurs aurait mis entre parenthèses la droite dans une situation terrible, parce que la droite, aux élections, alors qu'elle aurait été responsable de l'échec d'une loi qu'elle demandait obsessionnellement. Au fait, c'est la seule chose que disait la droite, quoi. Elle ne disait plus rien sauf une retraite à 65 ans. Elle ne disait plus que ça. Et tout à coup, elle aurait permis qu'on le mette en échec, cette loi. Elle aurait été balayée. Donc faire une dissolution, parce qu'à un moment, il n'y a pas de majorité à cette chambre, à un moment, faut dire, écoutez, vous voulez quoi? Vous voulez qu'on gouverne plus à droite? Vous voulez qu'on gouverne plus à gauche? Vous voulez qu'on gouverne plus franchement au centre? Il y a un moment où les Français doivent s'exprimer. On va pas rester 4 ans comme ça, sans majorité parlementaire, et sans qu'on sache exactement dans quel sens on va. Donc voilà, je pense que, personnellement, je pense que le recours au 49.3 sur une loi aussi fondamentale a été une erreur, qui d'ailleurs explique ce que vous disiez tout à l'heure, une espèce de polarisation de toutes les oppositions, extrême compris, extrême droite, extrême gauche compris, contre le 49.3. Alors, vous n'êtes pas tendre, on l'aura compris avec Emmanuel Macron, alors que on aurait pu s'attendre quand même à ce que vous soyez sensible au fait qu'il applique un projet que vous aviez naguère théorisé, et que vous continuez de théoriser en même temps à droite et à gauche, la modération, mais dans la révolution. Lui aussi, son livre s'appelait La Révolution. Tout ça, c'est vous. Pourquoi est-ce que ça ne vous plaît plus? Non, c'est pas cela. En effet, j'ai toujours préconisé un dépassement des clivages, qu'on ne s'enferme pas dans les clivages. C'est même pas tellement. Je ne crois pas du tout que la gauche et la droite sont dépassées. Je pense qu'en revanche, la gauche, compte tenu de ce qu'elle est devenue, ne correspond plus à la réalité du pays, et la droite, compte tenu de ce qu'elle est devenue, ne correspond plus à la réalité du pays. D'autant plus maintenant où il y a une radicalisation des deux tendances. Parce que ce qui est fondamental, moi, c'est pour ça que j'ai fait ce livre, c'est un cri d'alarme, vraiment un cri d'alarme. Aujourd'hui, nous assistons à une espèce, d'un côté comme de l'autre, de surenchère démagogique à l'extrémisme, à une extrémisation des positions, qui, si on n'y prend pas garde, la preuve, c'est ce qui s'est passé encore hier, avant-hier à Lyon. Ça serait il y a 20 ans, on aurait hurlé. C'est presque une mini-guerre civile. Les types attaquent la mairie, attaquent le commissariat, les magasins. Ah non, mais c'est normal. Il y a une normalisation de ce que personne n'aurait accepté. Personne n'aurait accepté encore il y a 15 ans. Dans les propos, dans les actes, dans la violence, dans l'hystérie. C'est ça la décivilisation, peut-être aussi. Et c'est d'une certaine manière, c'est ça qu'on peut appeler la décivilisation. Avec une responsabilité énorme des médias. Moi, il se trouve que dans 2 jours, j'ai 85 ans. Donc, si j'avais 50 ans, j'aurais pas écrit ça. Peut-être j'aurais pas écrit ça. Peut-être j'aurais pas osé. Pourquoi? Parce que quand je pointe la responsabilité énorme d'un certain nombre de médias, je sais que je me les mets à dos. Je sais que je me mets le Figaro à dos, le Monde à dos, etc., qui vont pas parler de mon livre, ce dont je me fous complètement. Mais j'aurais 40 ans, j'hésiterais. Les gens hésitent. Or, en vérité, la responsabilité est énorme, parce que... À 40 ans, vous étiez déjà comme ça. Non. Je faisais, parce que vous ne savez pas ce que je ne disais pas. Vous ne savez que ce que je disais. Mais, vous avez... Quand on a eu cette dérive de l'extrémisme dans tous les domaines, il y a une droite modérée. Je prends un journal comme Le Figaro, un journal de droite modérée. C'est lui qui aurait dû dire non, c'est pas possible. On a même de nos valeurs. Puis vous tuez ce qu'on représente. Puis vous faites le jeu des extrêmes de droite. C'est un journal comme Le Monde, qui est le journal de la droite républicaine démocratique, qui aurait dû dire non, c'est pas possible, etc. Ils ne l'ont pas fait par démagogie, ni l'un ni l'autre. C'est quand même la pas les médias qui sont responsables. C'est quand même pas les médias qui sont responsables. François Kahn, comment en est-on arrivé là? Si, je dis. C'est pas les médias. Ils ont peut-être accompagné. Non, mais attendez, c'est pour ça. Non, mais c'est pas les médias qui je parle de la responsabilité des médias, d'abord parce qu'elle est forte, et puis parce que personne n'ose.
Si je dis, je pense que le capitalisme, d'une certaine manière, les excès du capitalisme a une raison, que Macron quelque part a une responsabilité, que la droite a une responsabilité, il y a beaucoup de responsabilités. Hollande, l'impression de trahison totale que Hollande a donnée à son camp a une responsabilité. Mais enfin, c'est trop facile. Que chacun dit c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Non, il faut aussi voir sa propre responsabilité. C'est tout le problème de l'extrême gauche. Il y a toute une gauche, une extrême gauche, ou une gauche parce que elle a démissionné, la gauche social-démocrate, ou une extrême gauche par ses surenchères qui fait le jeu de l'extrême droite. Il faut pas se faire d'illusions. Je vous aurais dit, il y a 20 ans, je vous aurais dit qu'on aurait des extrêmes droites à 38, 39, 40%. Vous ne l'aurez pas cru. Vous m'aurez considéré comme un fou. On a ça. Et alors, qui est responsable? C'est comme ça, c'est tombé du ciel. Il y a bien une raison. Or, les raisons, c'est toujours l'autre. C'est Macron pour quand les anti-macronistes, et la droite pour la gauche, et la gauche. Mais non, il y a une responsabilité partagée. Et une certaine gauche, et les médias qui l'ont couverte, ont une raison, ou de droite qui l'ont couverte, les deux. Parce que la façon dont Figaro a couvert Zemmour, par exemple, est frappant, ont une responsabilité très importante. Et encore une fois, je le dis, mais quel est le danger? Parce que j'en ai plus rien à foutre, et donc je me permets de le dire. Alors, vous renvoyez évidemment, vous parlez de la montée des deux extrémismes de droite, extrémisme de gauche. Le danger est le même des deux côtés? Moi, je les mets pas sur le même plan. Il se trouve que pour moi, le danger principal est le danger d'extrême gauche, d'extrême droite. D'abord, le danger principal est le danger d'extrême droite parce qu'ils peuvent être au pouvoir, ils peuvent gagner les élections. Si on continue à jouer au con comme ça, ils gagnent les prochaines élections présidentielles. Et donc, ils arrivent au pouvoir. Et avec la droite qui se rallierait, avec avec Ciotti comme ministre de l'Intérieur. Ça, faut pas se faire d'illusions. Ciotti sera ministre de l'Intérieur d'un gouvernement du Rassemblement National. Donc, le danger, il est là. Il y a aucune chance que l'extrême gauche prenne le pouvoir, aujourd'hui. Et de toute façon, je ne les mets pas sur le même plan. Mais, et ça, excusez-moi, j'ai un âge qui fait que je l'ai connu. En tant que grand reporter dans les années 60-70, partout où j'ai vu, là où il y a eu une extrême gauche par ses surenchères ont fait le jeu de la droite, de l'extrême droite et des coups d'État militaires. Ça m'a frappé, je ne l'oublierai jamais, l'exemple. Vous n'imaginez pas à quel point ça m'a pénétré, cette expérience que j'ai faite. Donc oui, et puis dans notre histoire aussi. Eh bien oui, aujourd'hui, il y a une extrême gauche qui, grâce aussi, encore une fois, à une presse qui devrait les dénoncer, qui ne le fait pas, sont en train de faire le jeu d'extrême droite. Alors, au mieux, par ignorance, par incompréhension, par bêtise, mais au pire, en disant, écoutez, on n'a pas aucune chance, nous, d'arriver au pouvoir, à part Mélenchon qui croit, lui, qu'il peut gagner les élections, mais à part lui, ils savent que peuvent pas. Écoutez, la seule façon, d'accord, l'extrême droite va arriver au pouvoir, mais c'est pas si mal. Il va y avoir un phénomène, on va pouvoir mobiliser sur l'antifascisme, manifester, le fascisme ne passera pas, et ça permettra, si l'extrême droite arrive au pouvoir, ça nous permettra, nous, ensuite, d'arriver en force dans la lutte contre l'extrême droite. Mais ça ne se passe jamais comme ça. Alors, je vous sollicite tous les trois, puisque vous avez lancé tout à l'heure le mot de décivilisation. Je le prends au bon, et c'est le président qui en parle lui-même, et manifestement, c'est pour apporter un contre-feu aux deux propositions de loi sur l'immigration de LR. Mais est-ce que ça n'est pas un mot qui est un peu chargé? Décivilisation. Ilana Sigurel. Et on peut toujours choisir un mot ou un autre, mais l'important, c'est quelles idées ça porte. Et je crois que c'est très important que le camp républicain ait une parole forte sur la question de la civilisation. Parce que trop souvent, dès qu'on parlait de civilisation, on était classé à l'extrême droite. Il y a eu cette espèce de peur d'avoir une fierté occidentale, européenne, des valeurs que nous portons. On parlait d'universalisme tout à l'heure. Et je crois que là, on est au cœur de ce qui fait progresser l'extrême droite. Pas pour devenir l'extrême droite, mais pour avoir une manière républicaine de porter ces sujets. Donc moi, j'ai pas envie d'être dans un débat sur un mot plutôt qu'un autre. Je crois que le président Macron a tout à fait raison. C'est le mot de Renaud Camus. Oui, mais c'est pas. Mais je vous affirme à ce micro que le président
ne partage en rien les analyses de Camus et que les mots n'appartiennent à personne. Donc en fait, il a rencontré d'ailleurs plusieurs intellectuels qui ont été à l'origine qui ont contribué à sa réflexion, et c'était pas Renaud Camus, ça vous a pas échappé. Donc je pense qu'il est très important, et moi je le vois aussi au Parlement européen. L'Europe est une civilisation. Qui a inspiré ce mot ? Écoutez, ce sont les intellectuels dont vous parlez, oui. Oui, il y en avait plusieurs, et c'est tout à fait public, donc. Mais il y a rien de secret là-dedans. Mais je crois que on a très longtemps eu peur d'incarner en fait les valeurs européennes en ayant peur d'être taxé d'extrémisme de droite. Et je crois que c'est toute la politique pour la défense des principes républicains, pour la défense de la laïcité qui a été menée notamment par Jean-Michel Blanquer, mais évidemment soutenu par le président de la République, le discours des Mureaux. Et je vous donnerai un exemple au Parlement européen où les choses évoluent. La question du financement d'organisations proches des frères musulmans par la Commission est un scandale. Et moi, quand je suis arrivée au Parlement, personne n'osait en parler. On me disait non, parle pas, ça fait extrême droite. Je dis mais non, c'est un sujet éminemment républicain. La question de la laïcité, la question de ne pas financer des organisations qui sont à l'opposé des valeurs européennes. Eh bien aujourd'hui, et je vous l'annonce, on a une majorité au Parlement pour demander des comptes à la Commission, pour dire que le fait que certaines campagne de presse, comme on a pu voir le foulard, c'est la liberté, ce genre d'absurdité, parce que qu'on a pu voir financé par la Commission européenne, pas parce que la Commission européenne le partageait, mais parce qu'elle n'arrive. Et là, moi, je suis aussi à la Commission budget. On en reparlera tout à l'heure la Commission contrôle budgétaire du Parlement européen. Effectivement, vous êtes intervenu par ailleurs sur les manuels scolaires. Et on parlera des manuels scolaires. Territoire palestinien, et vous avez souhaité qu'il y ait une transparence là-dessus. Alors, j'en parle maintenant tout de suite. Oui, je vous en dis un mot, mais c'est pour vous dire que les mentalités sont en train d'évoluer. Il y a des sujets qui étaient confisqués pour de très mauvaises raisons par l'extrême droite. Il faut nous en saisir pour des raisons républicaines et universalistes. Et parmi ces questions, il y a effectivement les manuels palestiniens. Le Parlement, l'un de ses rôles, c'est de contrôler l'utilisation des fonds européens. Et parmi ces fonds européens, il y a les fonds qui vont à l'autorité palestinienne et qui financent notamment l'éducation dans les territoires palestiniens. Et on a des questions, mais ça, je rends hommage à François Zimré, c'est lui qui a été pionnier dans ce dossier. C'est de contester. Voilà, je suis sur ses traces. Vous voyez que parfois c'est les batailles à long cours, mais il faut jamais lâcher. On finit toujours par y arriver. Eh bien, nous avons voté à une très large majorité dans notre résolution qui accompagne notre contrôle budgétaire de cette année. Une résolution, une partie de cette résolution est consacrée au manuel palestinien. Et ce qui est nouveau, c'est que on nomme les choses. Pour la première fois, on dit ce sont des contenus antisémites. On parlait autrefois d'appel à la haine. Il faut quand même dire un exemple. Alors moi, je vais vous donner. Je voulais dire de qu'est-ce qu'il y a dans ces manuels. Oui, voilà, je vais vous en donner quelques-uns. Malheureusement, il y en a beaucoup, mais je vais vous en donner 4. Le premier, c'est dans un exercice, dans des manuels d'éducation islamique. On est au lycée. Qui désigne les juifs comme intrinsèquement menteurs, escrocs et corrompus, condamnés à la destruction en vertu de leur corruption de la terre, qui était et sera la seule cause de leur destruction. Fin de citation. Ce sont des manuels en usage dans les écoles à Gaza et en Cisjordanie. Tout à fait. Donc je continue, et ils sont indirectement financés par l'Europe, puisque l'Union européenne finance les profs écrivent et enseignent. C'est ça, c'est comme ça que ça marche. On fait pas le chèque directement à l'imprimeur. Bon, mais enfin ça y contribue. Donc deuxième exemple, je crois que c'est important de revenir sur les exemples. Une grille d'analyse pour la réponse jugée correcte de l'antisémitisme, relation d'hostilité et de lutte entre les juifs et les autres nations. Maintenant, je voudrais venir à quelque chose d'encore plus dramatique. Un manuel d'apprentissage de l'arabe pour les élèves de 5e année. C'est vrai, d'une certaine manière. On est en CM2. Alors maintenant, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça, Jean-François Kahn. Fin de primaire, on célèbre la figure d'une Shaïda, donc une martyre au féminin, Dalal Mughrabi, responsable d'un attentat ayant tué 13 enfants et 25 adultes, comme héroïque et dont les actes sont jugés immortels et dans lequel les cœurs et les esprits des Palestiniens doivent le demeurer. Et il est notamment précisé que chaque Palestinien
palestiniens souhaitent devenir comme elle. Un autre manuel d'histoire, à destination des élèves de 11e année, fait quant à lui l'apologie des attentats de Munich en 72. Et je finirai sur ce qui me semble presque le plus choquant. C'est un exercice de mathématiques de 4e année, donc on est en CM1, qui demande aux élèves de calculer sur une photo présentant des cercueils lors de funérailles de martyrs, donc le nombre de martyrs tués dans les attentats et attaques contre des Israéliens. Ça, je trouve c'est terrifiant parce que ça rend... vous qui étiez prof d'histoire. Non, mais c'est professeur ou pas, mais c'est effrayant. Que ça rentre dans les mathématiques. C'est ça. On voit à quel point c'est rentré dans l'inconscient pour que c'est plus un cours sur l'islam, c'est plus un cours sur la géopolitique, et même quand il s'agit de mathématiques les plus élémentaires, on utilise ça. Donc tout ça fait que c'est accablant. Et vous êtes suivi par les autres pays européens sur ce plan ? La bonne nouvelle, c'est qu'on a eu donc une forte majorité pour demander que ce soit plus le cas. Et le prochain objectif, parce que maintenant, ce qu'il faut obtenir, c'est en fait une rétention d'une partie des fonds, même si c'est 5%, tant que qu'il n'y aura pas un retrait immédiat de ces contenus. Ce qu'on a demandé, et on voit d'ailleurs que l'âge des terroristes, malheureusement, maintenant, baisse, et on a de plus en plus d'adolescents. Donc, on le dit aussi dans la résolution, qu'il y a un lien entre l'éducation et le rajeunissement des terroristes. Et on demande, donc, qu'il y ait qu'il y ait une rétention des fonds. Alors, évidemment, il ne s'agit pas d'enlever tout l'argent, ni à l'autorité palestinienne, et ni à l'éducation. Ce serait absolument terrible. Mais il faut qu'à un moment donné, il y ait une sanction financière, parce que ça fait des années qu'on le demande et on n'a pas satisfaction, et ça n'est pas admissible. Donc là, vous l'avez obtenu. Alors, on a obtenu, si vous voulez, une large majorité qui demande à ce qu'un lien soit fait, et maintenant, l'objectif, c'est pour le prochain budget de l'année prochaine, qu'il y ait, qu'il soit prévu qu'on retienne une partie des fonds si tout cela n'est pas enlevé de manière immédiate. Et vous avez fort à faire avec le Parlement européen, parce que il y a quand même beaucoup de gens qui ont des positions un peu ambiguës. Je vous annonce qu'il y a quand même on a eu la majorité, donc c'est une bonne nouvelle. Accueillons les bonnes nouvelles de temps en temps. Alors, dernière question, et vous ferez suivre de votre coup de cœur je voulais dire un mot sur quand vous avez que décivilisation, mais c'est reprend une phrase de Camus. Renaud Camus. C'est quand même incroyable cette histoire-là. Je vous signale que les staliniens, pour désigner des régimes communistes qui les ressemblaient, disaient les démocrates. Donc, faut jamais dire démocrate, parce que c'est un mot stalinien. Faut surtout pas dire démocrate. Faut jamais dire nation, parce que c'est un mot que l'extrême droite utilise. Je vais même aller plus loin. Une des grandes erreurs, énorme erreur qu'a fait, entre autres, les progressistes et la gauche, c'est que quand le régime de Pétain a confisqué, pour pouvoir effacer liberté, fraternité, égalité, s'est emparé de la trilogie travail, famille, patrie. Au lieu de dire vous avez volé ces concepts, vous avez volé le travail, vous avez volé la famille, la patrie vous la trahissez, le travail vous l'exploitez et vous en réclamez. Au lieu de dire ça, vous les avez pris, on vous les laisse, on vous a fait cadeau. Allez, la patrie on vous laisse, prenez-la, le travail on vous laisse, tralala. C'est horrible. On va pas faire la même chose avec des civilisations. Il faut reconquérir, mot par mot, phrase par phrase, concept par concept. Il faut reconquérir tout ce que l'extrême droite a voulu confisquer et récupérer. C'est comme ça qu'on arrivera à la mettre en échec, et pas en lui laissant tout. Alors, on va aller directement autour de table pour donner votre coup de cœur ou votre coup de griffe, et on commence par vous, Ilana. Écoutez, moi, mon coup de cœur, parce que je préfère les coups de cœur que les coups de griffe, ça va être pour la chercheuse polonaise dont j'ai parlé, Barbara Engelking, qui travaille depuis 30 ans sur l'histoire de la Shoah en Pologne, et qui fait l'objet d'attaques et de réductions financières pour son centre de recherche. C'est une femme très courageuse qui a heureusement la solidarité de l'ensemble de la très grande majorité des académiques en Pologne. Donc, moi, je veux rester du côté de l'espoir. Il y a, vous le savez, des élections à l'automne. Je veux dire à Madame Engelking, qui est une femme courageuse, discrète, et qui d'ailleurs m'a fait dire récemment, je ne veux pas être une victime. Non, Madame Engelking, vous n'êtes pas une victime, vous êtes le symbole de ce qu'il y a de plus précieux en Europe, c'est-à-dire la liberté de penser. Antoine Mercier. Un livre, L'invisible de la rue,
Vos couleurs. C'est sur l'affaire Sarah Halimi, femme juive assassinée en 2017. Il y a 250 contributions. On pourrait penser que c'est un grand fatras de textes un peu disparates. En fait, je trouve que globalement, l'ensemble fait vraiment bien le point sur tout ce qu'on peut dire et tout ce qu'on peut analyser et penser sur cette affaire. J'ajoute une chose d'autant plus que aujourd'hui même, vous savez que donc il a été reconnu irresponsable, le meurtrier, parce qu'il était sous l'emprise de la drogue. Or, il se trouve qu'aujourd'hui même, sur Radio J, Madame Borne, si je m'abuse, vient de dire qu'elle pense à créer renforcer les sanctions pour les conduites sous l'emprise de stupéfiants. Donc, quand on conduit, là, c'est grave, on est en homicide, mais quand on conduit pas, il y a quelque chose qui est incohérent. Il faudrait vraiment prendre conscience. Cette affaire Halimi mérite donc qu'on y revienne, et ce livre est tout à fait intéressant. D'ailleurs, Ilana Sicurel est aussi contributrice. Jean-François Kahn, je sens que ça va être un coup de griffe. Non, coup de cœur d'abord. Je vais faire comme vous, le livre d'une dame sur les frères musulmans, sur l'influence des frères musulmans, le réseau des frères musulmans, Florence, qui a été boycotté, accusé, la façon dont elle se bat, la façon dont il lutte, dont elle se bat, et donc arrive contre une censure générale à imposer son livre, coup de cœur. Et le silence, en particulier, donc je vous l'ai dit, de l'extrême gauche et des médias d'extrême gauche sur ce qui s'est passé à Lyon il y a 2 jours, c'est un scandale. Est-ce que je peux ajouter un petit point? Je vous en prie. À ce propos-là, parce que je vous ai dit sur le problème des médias. Ce que je vous ai dit là tout à l'heure, et que j'écris dans le livre avec des exemples, je l'avais dit, j'ai envoyé 3 fois au Monde, 3 fois au Figaro, des tribunes libres, pour leur dire ça. Pour leur dire attention, vous êtes en train de jouer avec le feu. Eh bien, les 6 ont refusé. 3 fois le Monde, 3 fois le Figaro. Et je les publie à la fin. Mais que les gens le lisent. C'est effarant. Quand les gens verront quoi, on ne pouvait pas dire ça. On ne pouvait pas publier ça, alors que tout s'est passé, comme je l'ai dit, vraiment, je sais pas, vous l'avez lu? Absolument. Mais c'est pas effarant. Je peux même vous citer, c'est très marrant, hein, votre livre, il y a des perles, hein, il y a pas, Macron, a arraché le pouvoir à la droite, Bongard, il le lui a rendu. C'est pour ça que c'est ça la réponse. Et il y en a une autre qui est très bonne. Il y en a une autre qui est très bonne. François de Rugy, éphémère ministre macroniste de l'écologie, Omar l'a tué. Voilà, vous l'y ajoutez, mais c'est vraiment 10 secondes. Oui, c'est 10 secondes, parce que je voulais remercier Jean-François Kahn d'avoir rendu hommage à Florence Bergeau-Blaclair, qui fait effectivement des recherches, et s'il le veut bien, partager avec lui son coup de cœur. C'est une femme très courageuse, et je voudrais aussi lui apporter tout mon soutien. Merci à tous les 3. Jean-François Kahn, je renvoie à son livre « Comment on en est arrivé là quand la tentation des extrêmes risque de conduire à la guerre civile à l'Observatoire ». Ilana Sicurel, députée européenne, et Antoine Mercier. Bon dimanche à tous.